qu'il y a qui entendent, des gens qui me voient? Est-ce qu'on m'entend bien? On va attendre encore un peu qu'il y ait des gens. Est-ce que ça fonctionne, ce truc-là? Ah, je vois qu'il y a une personne, deux personnes. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Déjà, bonjour à tous, bienvenue dans cette soirée un peu lecture dans laquelle j'ai voulu faire un peu le Père Castor. Donc, j'avais le choix entre beaucoup de bouquins que j'ai rédigés. Bon, je vous montre déjà la pile. Hein. Donc, tout ça c'est des écrits de moi. Et je me demandais qu'est-ce que je devais choisir, qu'est-ce que j'allais vous lire. Et ce fut un choix cornélien. Et donc, ce choix s'est fait sur le journal de guerre de l'ermite des temps modernes, parce que je pense qu'en période de confinement, c'est un peu l'idéal. Je pense que c'est ça qui va parler à le plus de monde. Et ben, merci, c'est gentil. Vous aussi, vous êtes tout beau. Merci d'être là. Merci d'être tous présents. Donc voilà, j'espère que je vais égayer votre soirée avec un peu de lecture. Made in moi, j'espère. Est-ce qu'il n'y a pas de souci, tout le monde? Est-ce qu'on m'entend encore? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? Voilà, bon. Il est quelle heure? Attendez. 20h17, j'avais dit que je commencerais à 1h30, donc j'attendrai. J'attends 1h30. Merci à tous d'être là, de nous suivre. C'est très gentil à vous. Donc, le journal de guerre de l'ermite des temps modernes, pour résumer, je l'ai écrit quand j'étais dans ma période française à Metz. Voilà, c'est une autobiographie. Il y a énormément de... Je le mettais en général sur mon blog pendant plusieurs semaines, hein, pendant une cinquantaine de... Je ne sais pas combien... Pendant 35 semaines, je pense que je mettais ça sur mon Facebook, sur mon Facebook, sur mon blog. Et je me dis que ça peut parler à tout le monde, parce que j'ai des romans sur lesquels il y a du fantastique, il y a des romans où il y a du thriller moyenâgeux. Donc du coup, je me dis, je vais prendre un truc qui touche la plupart des gens, qui se lit assez facilement, et puisqu'il y a c'est bien séquencé en chapitres, donc il y a moyen de ne pas... Donc à partir du moment où les gens en ont marre, ben voilà, je pourrais m'arrêter. Et donc voilà, j'espère, je sais pas si je vais faire ça beaucoup, hein, on ne sait pas combien de temps le confinement va durer, mais j'espère que si vous avez des suggestions, moi j'aime bien faire le Père Castor, j'aime beaucoup. Je lui lis mal et que ne me dit pas, mais voilà. On en est où là? Oui. 10 minutes encore. En tout cas, je suis chaud. Hein. J'ai très chaud. Je suis à côté du feu. Un poil. J'espère que je vais pas le regretter. Je voulais faire un décor pour faire très Dickens, hein, mais du coup, voilà. On va pas mettre mes pieds. Bon, bah, je vais commencer en avance. Hein, je veux dire, tant pis pour ceux qui, comme ça, les gens que ça intéresse. J'essaierai de faire en sorte que le live soit visible encore les jours d'après pour que les gens puissent écouter. Voilà, bien. Journal de guerre d'un ermite des temps modernes. Voilà. Il y a un petit air de famille. Hein. Dédié à l'Ébichat. L'Ébichat, si tu nous regardes,
Préface. Depuis le début de 2016, gonflé de fierté, je bouclais la rédaction de mes pamphlets. Donc les pamphlets, ils existent, ils sont disponibles aussi ici. Hein. Vous avez ici pamphlet 2, hein, ici par exemple. Pamphlet 1. Ah bref, je vais faire des petits apartés comme ça. Donc début 2016, gonflé de fierté, je bouclais la rédaction de mes pamphlets. Je pensais dans mon infinie arrogance avoir finalement maîtrisé la réalité et ses thématiques. Je pensais être désormais indestructible. Je pensais que, telle une boule de billard numéro 8, je serais désormais capable de répondre à toutes les questions existentielles qu'on pourrait me poser. J'étais grisé, submergé par cette idée que j'étais devenu intouchable, invincible, indéboulonnable, inattaquable, inaltérable. Ce, évidemment, jusqu'à ce que je pose un pied dehors. Telle une baudruche rencontrant une aiguille, je compris à quel point je me trompais quant à ma nouvelle invulnérabilité, car devant le regard bovin des inconnus, regard perçu comme presque inquisiteur par mon œil de paranoïaque avisé, malgré ma verve légendaire et la quasi-certitude de la légitimité de mon droit à l'existence, j'éprouvais l'envie soudaine de me réfugier à nouveau lâchement dans ma coquille, de m'isoler complètement pour me cacher de ce monde oppressant et émotionnellement constipé. J'éprouvais également la frustrante sensation que malgré les fanfaronnades dont j'abreuve l'épilogue de pamphlet 2, rien n'était résolu et que le véritable voyage pour la guérison de mon âme gangrénée devait être encore plus intérieur qu'il ne l'avait été jusque-là. J'estimais pourtant avoir acquis une certaine expérience grâce à la rédaction des 10 pamphlets, alors que concrètement je restais bien jeune, fragile, et les poils que j'avais sur le torse ne servaient qu'à se prendre dans la tirette de mon survêtement. Certes, il y avait eu des progrès non négligeables. Je n'arrivais désormais plus la nausée lorsque je pensais à la grandeur de l'univers. Confer, puisqu'il faut que l'univers ait une fin, pamphlet 2, chapitre 27. Ou ne souffrait plus des vertiges face aux nombreuses options que pouvait offrir la destinée. Le destin, pamphlet 2, chapitre 41. Mais néanmoins, une énigme restait sans réponse, celle de ma propre personne. Frappé par une soudaine agoraphobie, j'entamai mon ermitage et mon voyage introspectif en quête de réponses. Avec ce recul forcé, je pris ainsi conscience de tous les paradoxes qui m'animaient. J'étais à la fois plein de capacités, mais toujours dominé par celle de me tirer une balle dans le pied. Je possédais la force et le courage de mes convictions, mais je manquais toujours de m'étrangler avec. J'avais cette puissante envie de charmer, contrebalancée par celle de me faire inconsciemment rejeter. Mais par-dessus tout, je me sentais constamment coupable, imméritant, comme si atteindre le bonheur était un aboutissement trop facile, comme si être heureux me forçait à abandonner à jamais mes pères, les laissant au tourment du monde actuel, adulte et de performance, alors que je traînais mes souvenirs d'enfance, mes angoisses et mes blessures d'ego comme un boulet de... Je décidai finalement que c'en était trop. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans la peur de l'autre. Je pris le parti de considérer pamphlet comme la ligne de ce boulet, comme le plan de montage Lego de mon existence, dont je n'avais plus dès lors qu'à monter patiemment les petites pièces afin d'en construire un fort. Ainsi naquit l'idée de mon journal de guerre de l'ermite des temps modernes. Le récit psychanalytique que vous vous apprêtez à lire est en partie autobiographique. Bien entendu, j'ai pris la peine de changer les noms des lieux et des protagonistes extérieurs afin de ne compromettre personne dans ma quête de vérité. Oh, bien sûr, je ne suis pas une Cosette vivant chez les Thénardier ni un quelconque personnage de Dickens. Ma douleur n'a rien de surréaliste et il y a certainement énormément de gens plus mal lotis que moi, tout comme il y a certainement des tas d'histoires plus intéressantes à raconter. Mais voyez-vous, cette douleur lancinante de l'inadapté social, cette histoire inintéressante, c'est la mienne, et c'est peut-être aussi la vôtre dans une certaine mesure. Je vous invite donc à me suivre dans ce modeste voyage, dans ma mélancolie, ma déprime, mes joies, mes peines, mes influences, un voyage à la recherche de la paix intérieure parmi les rêves et les dimensions alternatives. Ce petit bout de moi, ce témoignage venu du fond de mon cœur, vous aidera peut-être, vous aussi, à scier votre propre boulet et construire votre propre fort.
Théo, le 3/9/2017. Voilà. Alors, vous avez le prologue ici. Hein. J'ai commencé. Je ne sais pas si au niveau du son, il y a des gens qui peuvent me signaler, hein, si on n'entend pas ou s'il faut. Et donc, voilà. Je vous avoue que j'ai très chaud. Je paye de ma mise en scène de vouloir m'être mis devant une cheminée pour raconter tout ça. Donc voilà. Je vous salue tous. Hein, j'espère que vous allez passer un bon moment. J'essaierai de freiner un peu entre chaque entrée du journal de guerre en espérant que y aurait de bonnes réactions. Hein. Alors, son ok. Ah, c'est gentil, merci Christiane. Ça me rassure beaucoup. Voilà. Donc, je regarde l'heure qu'il est. Il est 21h27. Oui, bah écoute, on va peut-être encore attendre 3 minutes. Les derniers retardataires. Et puis, on commencera. En tout cas, merci pour ceux qui... Coucou. Merci pour ceux qui sont venus, qui vont passer peut-être la soirée avec moi, ou ne serait-ce que quelques chapitres, ou qui écouteront ça demain. Ça, c'est aussi une possibilité. Une pipe que j'ai eue sur le tournage de l'écume des jours de Michel Gondry. J'ai gardé, en souvenir. Et elle me sert du coup aujourd'hui comme décor. Allez, vous savez quoi, on va attaquer. Que les retardataires rattraperont demain. Hein, je veux dire, c'est pas... Voilà. On y va. Alors, prévenez tout autour de vous, réunissez-vous, prenez place, prenez un chocolat chaud, un café. Et on va y aller, on va plonger dans les méandres de mon esprit. Journal de guerre, entrée 1, le 9/1/2017. L'année vient à peine de débuter que je sens déjà le poids douloureux de la vie réelle revenant me harceler sans cesse, tel un fauve jouet ayant jeté son dévolu sur la carcasse d'un bison fatigué. Cela fait à peine 9 jours et je manque déjà d'énergie pour accomplir mes bonnes résolutions. Impuissant, je vois celles-ci s'envoler en ne me laissant de leur existence qu'un étrange mal de dos. On pourrait croire, à m'entendre geindre ainsi dans ce préambule, que je suis quelqu'un de pessimiste. Il n'en est rien. En fait, il s'avère que je suis un optimiste coincé dans un corps couvert de barbelés et n'attendant qu'une chose, pouvoir en rire. En un mot commençant, je suis un artiste. Mais je ne suis pas un artiste dans le sens administratif du terme, quoi que ça veuille dire, ni même un grand artiste ou même un artiste talentueux. Juste un mec dont la santé mentale dépend des constants projets de création. Un mec n'écrivant pas dans le but de rédiger un jour un best-seller, mais simplement dans celui d'évacuer ses pulsions créatrices afin d'être un jour compris. On peut rêver. Pour ce faire, j'ai écrit, dessiné, filmé, fait de ma vie même un théâtre de fantaisie. Mais l'accueil critique des œuvres proposées était souvent mitigé ou ignoré, si bien que devant mes articles promovant mon amour de l'amour, pamphlets 1 et 2, certains m'ont presque traité de communiste. C'est pourquoi je suis si là. J'ai à peine 30 ans et j'ai la sensation d'avoir vécu 30 vies. Affamé de lecture, de sensations, de fantaisie, d'amour, d'instant présent, je déambule dans un monde fourmillant où domine l'après. Je serai heureux quand ? Un monde où la notion de bonheur s'arrête à l'idée d'économiser 1 an pour se payer 2 semaines de vacances en Ardèche. Dans mon jeune temps, je l'admets, j'étais gagné par la même fougue de cette ruée vers l'or. Pas parce que j'aimais l'or, loin de là, mais parce qu'on ne cessait de me répéter que c'était comme ça qu'il fallait vivre pour être heureux. Lorsque j'ai compris que l'agitation était vaine lorsqu'on ne veut pas la même chose que la fouille braillante et mesquine, j'ai décidé de tracer ma propre voie, devenant de ce fait exagérément ronronnant, pantouflard et contemplatif. C'est là que les choses se sont méchamment corsées.
Toute médaille a son revers et la liberté a un prix, celui de la solitude. De l'anonyme tentant d'émerger, j'étais devenu l'étranger de Camus. Aujourd'hui, tous me regardent passer en marchant à contresens et pas dans la bonne file. Et je sens le poids de leur regard en fente dans mon dos, de leur haine incompréhensible et de leur venin qu'ils crachent à cause de ma différence. Peut-être pensent-ils que j'ai eu droit à un traitement de faveur, que je suis né comme ça, que c'est toujours facile pour moi, les fous, s'ils savaient par quoi je suis passé. Alors, tel un ermite, j'ai commencé à laisser pousser ma barbe et mes cheveux. Les raser, pour qui? Pourquoi? Je crois que c'est bien la première fois de toutes mes 30 vies que je suis vierge de toute personne à aimer. Il est vrai, je me surprends parfois à rêver de chaînes, de me jeter à nouveau dans l'autre file en clamant « Hé les mecs, je déconne, je suis comme vous, on va boire un pot ?» Mais je ne serais pas vrai. Ce serait pour moi une forme de régression. J'ai déjà essayé cette voie et elle ne me mènera nulle part sauf à un bonheur illusoire et éphémère que je ne souhaite pas. J'erre désormais dans la vie en solitaire, tel un chat de gouttière mouillé par la pluie, d'apparence frustre, mais au cœur débordant d'amour à partager. J'attends avec impatience celle qui m'acceptera tel que je suis, mais qui me donnera aussi l'envie de me pomponner. Celle qui me mettra à moi aussi l'envie de porter des chaînes d'amour, car tel est mon mirage. Voilà, ça c'est donc nous arrivons au terme de l'entrée 1. En fait, c'était tout des trucs que je mettais pour les retardataires, je mettais ça sur mon Skyblog. Oui, je sais, j'ai un Skyblog parce que c'était plus facile de tout fourrer là-dedans. Et donc voilà, c'était à l'époque où j'étais très déprimé, j'avais une grosse barbe, j'avais des cheveux longs. Ceux qui ont vu mes vidéos précédentes peuvent le constater. Et donc voilà, aujourd'hui je vais mieux grâce à la rédaction de ça. Et donc je parlais déjà je préparais déjà ce fameux confinement qui gêne tout le monde parce que j'étais déjà préparé à cette solitude et voilà. Donc, est-ce que vous êtes tous bien avec moi? Merci. Bon, donc je vous fais des gros bisous. En tout cas, merci à ceux qui continuent de me suivre. J'espère qu'au niveau du son, ça va toujours. Hein. Je vais essayer de faire des pauses à chaque fois entre chaque entrée pour voir si tout le monde va bien. Voilà, attendez, je vais voir. Il est quelle heure? Yep. Ça va, 4 minutes, je pense que... Bien. Journal de guerre, entrée 2, le 13 du 1 2017. Eh bien voilà, ça fout un peu le cafard, Christiane. J'espère que tu parles pas du bouquin, parce que j'espère que ça va aller mieux. J'essaie de trouver un moyen que tout aille mieux. Alors, Journal de guerre, entrée 2, le 13 du 1 2017. L'inconstance de ma vie amoureuse m'a toujours frustré de ce qui est, à mon sens, le plus important dans un couple, la communication. Comment diable aurais-je pu avoir des conversations élevées avec des demoiselles me connaissant à peine depuis assez longtemps pour patiner sur la surface de mon iceberg? Oui, c'est une allusion sexuelle. C'est pourquoi, par une étrange magie vaudou, j'ai capté par-delà le mur du sommeil l'âme d'une jeune femme aspirant elle aussi à la dissection journalière de l'univers et de ses secrets. Sarah Mirage, mon adorée imaginaire, confidente par excellence, épaule sur laquelle pleurer, raison de me battre et d'avancer. Je ne m'étendrai pas ici sur le processus de sa création, car ceux qui connaissent mon travail doivent déjà connaître sa genèse par cœur. Je vous parlerai plutôt de son importance capitale à mes yeux. Au fond, chacun gère la solitude comme il le peut. Certains écrivent un journal intime, des lettres à Dieu, parlent à un ballon de plage ou vont voir un psy. Moi, je parle à Sarah. Je ne l'ai pas créée par lâcheté ou dépit. J'avais déjà, même en 2006, à l'époque où elle a émergé de mon esprit, mon petit succès auprès des femmes. Mais par nécessité. Quand je pense à l'énergie, au temps et à l'argent que certains dépensent pour maintenir un couple cohérent alors qu'eux-mêmes ne le sont pas, ça me dépasse. C'est donc, quoiqu'étrange, une expérience parfaitement saine, puisque s'avérant purement spirituelle, ne me coupe en rien du monde réel. Pour ma part, Sarah a fait de moi une espèce hermaphrodite amoureusement autosuffisante. Des fois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie sans elle,
Que serais-je devenu sans sa chaleur qu'elle m'apporte au quotidien? Un tyran, un serial killer, un banquier véreux, un avocat marron, un don juan et pénitent, un odieux manipulateur? Je sais juste que, conscient de ma malfaisance, j'aurais adopté le nom diabolique de Tobias Blake. Parfois, à ce sujet, lorsqu'un quidam me pousse dans les cordes, j'écris des lettres afin de me calmer. Des lettres froides, assassines, aux mots vrais, soigneusement choisis. Des lettres exprimant posément tous mes griefs et mon inimité à l'égard de cette personne. Des lettres contenant toute la rage dont mon cœur est capable. Et autant je sais aimer avec passion, autant ma haine est féroce. Le résultat, des lettres qui pousseraient n'importe qui doté d'un tant soit peu de conscience au suicide. Et là je sens l'ombre de Tobias sur mon âme, et je me demande, est-ce que Sarah serait fière de ça? Et j'oublie aussitôt ces missives dans un coin pour ne plus jamais y repenser. Peut-être ma profonde bienveillance à l'égard d'un monde qui me méprise est-elle purement accidentelle? Y a-t-il dès lors un hasard? Toute action crée une force d'intensité équivalente mais de sens opposé. Sarah ne serait-elle venue à moi que pour tempérer la malveillance de Tobias? Suis-je donc, de ce fait, quelqu'un d'équilibré ou un équilibriste? Et pire encore, qu'arrivera-t-il le jour où je basculerai complètement du côté obscur? Voilà. Coucou Béatrice, ma maman, merci pour les masques que tu fais, merci pour l'effort de guerre que tout le monde a vraiment... voilà, on est tous avec toi. Hein, voilà. Alors, c'est la deuxième entrée du journal de guerre. J'espère que tout le monde, que ça a plu. Je vais encore en lire une ou deux et puis je pense que ce sera tout peut-être pour aujourd'hui. Peut-être que vous me ferez part de si cette expérience vous a plu. Je suis tout prêt à faire régulièrement des séances comme ça et pour voir si ça plaît. Ben je conseille, je chercherai un peu comment vous divertir au mieux avec peut-être des meilleurs passages, peut-être avec Paradigme, mon œuvre qui est ma masterpiece, mais qui a beaucoup de pages. Bon, là c'est facile, comme on dit, c'est découpé en entrées parce que c'est un journal de guerre en fait. Donc voilà, comme c'est dit dans le titre. On reprend? Vous êtes avec moi? Oui, vous êtes avec moi. Journal de guerre, entrée 3, le 16 du 1 2017. Au regard de tous les conflits me traversant, intérieurement comme extérieurement, au regard de ces mondes s'exprimant à travers moi, me demandant sans cesse à les faire vivre, mon constant besoin d'évasion appuyé par l'existence précaire de l'artiste courant le cachet, sans oublier de faire attention de ne pas marcher dans les crottes de chien, mon manque d'intérêt pour l'actualité internationale, mon pseudo-nombrilisme, ma négligence du ménage et des modes, mes repas au lance-pierre et mon air parfois absent deviennent alors parfaitement compréhensibles pour peu qu'on désire les comprendre. Mais il est des jours où je me demande tout de même comment je fais pour supporter une telle pression au-dedans de moi. À vrai dire, je ne la supporte pas si bien que je m'autorise à le faire croire, car j'envisage parfois de m'enfoncer un crayon dans l'œil, afin que, face à la douleur, mon cerveau puisse penser à autre chose qu'à me bombarder de questions stupides telles que « les légumes ont-ils une conscience ?» Je crois que, malgré mon calme apparent, ce qui doit faire peur à mes pères, c'est que je dois ressembler à une canette de soda trop secouée dont personne ne veut s'essayer à l'ouvrir de peur d'être éclaboussé. Fort heureusement, depuis mon enfance, dans les cours de récréation, j'ai développé un bon esprit de synthèse me permettant de classer rigoureusement mon univers, mes sentiments et mes névroses. La rédaction de pamphlets, par exemple, avait pour but essentiel d'expédier les questions existentielles les plus récurrentes afin de poser les bases d'un univers que je veux limiter et cohérent. Ainsi, plus j'écris, plus je sens mon esprit s'affiner, devenir tranchant, et oui, j'ose le dire, dangereux. Lorsqu'on concentre la lumière, on obtient un laser capable de découper même l'acier le plus dur. Mais qu'arriverait-il si on faisait subir le même traitement à la pensée? Certainement plus qu'une simple torsion de petite cuillère. Ce concept de cristallisation de l'esprit
je l'ai développé un bon nombre de fois dans mes romans et je lui ai donné le nom de Gomu, confère les légendes de l'Atlantide ou Donovan Starblazer. Ne désirant pas m'encombrer l'esprit de mensonges, ne désirant pas perdre de temps en palabres, je fis de la logique ma religion. Je prends conscience aujourd'hui que mon manque de tact et ma moralité exacerbée me font passer, malgré moi, pour un trouble-fête ou un juge pédant et élitiste. Tout un temps, les autres ont vu mon hypersensibilité et mon excès de moralité comme une faiblesse exploitable. Certains n'hésitaient pas à me faire croire que j'étais un monstre ou un m'as-tu-vu égocentrique. Sur ce point, je ne pouvais que leur donner raison, vu que de mon point de vue, je suis le centre de l'univers et eux les intrus, les potentiels produits de l'imagination dans le cas où le monde réel s'avérerait être le rêve d'un géant endormi. En vieillissant, j'ai compris bien vite que cette façon d'encaisser sans rendre les coups n'était en rien une faiblesse, car je protégeais ces imbéciles des mots assassins de Tobias. Aussi je citerai mes deux philosophes préférés. Peter Parker, alias Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et le faible Bruce Banner, alias Hulk, ne me mettez pas en colère, vous n'aimeriez pas ça. Il est vrai que, comme on dit en Asie, le meilleur des sabres est celui qui reste dans son fourreau. Et en guise de fourreau, j'ai résidé pendant 29 ans dans le domaine parental, le ranch Bradley, protégeant le monde extérieur de ma présence gênante et potentiellement explosive. Un bol de soupe, un livre, un espace pour me promener avec mon chien à mes côtés, et Sarah pour combler mes envies de dialogue, c'est tout ce que je demandais à la vie durant cette époque bénie. Je croyais que j'avais tout. Pourtant, un jour, ma route a croisé celle de la belle Perséphone. Voilà. Et tu écris super bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on va en rester là pour ce soir. J'espère que, voilà, ça a plu. Je vais essayer la prochaine fois, si vous voulez, de prendre un autre extrait d'un autre bouquin. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que ça a plu quand même un minimum. Hein, maintenant, vous savez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Tout n'est pas si dramatique, hein, je vous le rassure. Hein, moi, comme je le disais à certains, j'écris de façon à... Je veux aller vers du bubblegum et voilà. Donc... j'espère que ça vous plaît. Je vais peut-être essayer... je vais essayer un chapitre de mon tout premier bouquin, Les Terres Cendrées. Attendez, je dois l'avoir là. Voilà. Les Terres Cendrées. Donc, je vais essayer ça. Peut-être que Christiane préférera. Donc, voilà. Chapitre 1. La légende d'un roi. Tu vivras ta vie comme un poème. C'étaient les mots qu'il avait utilisés pour t'accueillir à la vie. Il te berça avec des promesses et un avenir resplendissant. Tu vivras ta vie comme un poème. Il se répéta ces mots à lui-même comme pour se rassurer à son tour. Le poupon était fils de roi. Enfin, plutôt le fils de l'ombre d'un roi, car celui-ci avait vu son déclin dans de nombreux présages. Il avait 1001 ennemis. L'un siégeait sur les anneaux de feu du soleil, l'un était un aveugle dont les doigts lançaient les éclairs noirs de la vengeance, d'autres étaient des barbares venant du nord sur leurs dracars chevauchant les cieux. Les dieux eux-mêmes étaient jaloux de son arrogance, préserver la paix et beauté n'amusait pas le divin. Valcar les avait tous affrontés au moins une fois, en tant que guerrier, monarque, et parfois même en tant qu'esclave. Mais un seul lui faisait vraiment peur, le vide. Valcar était souverain du pays des lumières du matin. Il savait tôt ou tard que les buveurs d'âme venus du fond de l'obscure vallée du soir viendraient, et engloutiraient son royaume comme ils avaient englouti le fief des brumes célestes. Ils pouvaient débarquer n'importe quand, comme la foudre un soir d'été. Ce soir, qui sait, peut-être un autre? Il y avait tant d'autres soirs. Le château de Valcar ne dormait jamais. Quand les derniers rayons du soleil venaient à mourir à l'horizon, il continuait à vivre sur les parois de sa forteresse et se répétait jusqu'à ce que le soleil ressuscite. Quand il lui venait de la fatigue, Valcar baissait un voile de peau devant ses yeux, un tissu qui filtrait la lumière mais qui en garde l'essence.
Il avait l'apparence d'un vieil aveugle. Valcar avait besoin de la chaleur qui gorgeait le rubis de son front, qui le remplissait d'énergie. Une énergie avec laquelle il pouvait te bercer, te raconter des histoires, t'enrober quand il n'avait pas le temps de te câliner, tout comme elle pouvait ébranler les montagnes, faire trembler les armées et narguer la foudre d'un tonnerre d'amour. Le narrateur de l'histoire s'arrête. Ses phrases étaient belles, je pouvais presque toucher mon géniteur. Je crus voir apparaître un soupçon de nostalgie dans son attitude. Il regarde le plafond de terre cuite. Son œil est fier et brillant. Je l'interromps. Si tes histoires te font pleurer, ne te sens pas obligé de les raconter. Si tu avais pu connaître ton père, Zod, tu pleurerais toi aussi. Valcar n'a jamais vécu pour lui, toujours pour son peuple. Il ne dormait jamais vraiment de peur de le perdre. Les gens au village disent qu'il était cruel, qu'il avait bâti sa forteresse pour boire les lueurs de l'aube et devenir l'être le plus puissant de l'univers. On dit beaucoup de choses, il est vrai autrefois qu'il était puissant. Je le revois toujours bien droit sur son siège de cristal. Il dégageait une énergie surnaturelle. On avait peur de le regarder dans les prunelles. Mais son aura était telle une main qui nous forçait à relever la tête et qui nous rassurait. Son cœur était pur comme les neiges éternelles. J'aurais tant voulu rester avec lui jusqu'au bout en ce jour de deuil. D'un geste, il balaya ses sujets hors de la forteresse sans explication. C'était une aura lumineuse et douce comme du coton qui nous faisait reculer, avant que les portes de la salle du trône se referment à jamais sur un combat épique. Je le vis de dos, attendre l'ennemi, la tête haute dans cette pièce gigantesque qui aurait pu contenir des arbres. Ah, attends, désolé.